Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais. Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, veut mettre sur pied l'Institut d'excellence en éducation. Alors là, il dit il y a plein de méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans les écoles. Il y en a plein. On va avoir un institut avec des experts qui vont dire c'est quelles les bonnes méthodes. On va garder les bonnes méthodes, puis on va se débarrasser des méthodes qui ne fonctionnent pas. Là, j'ai lu des experts, tu as certainement lu ça, c'est dans Le Devoir, je pense, entre autres, qui ont dit c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens. Faut pas que le ministre commence à nous imposer des façons de faire avec des grilles d'analyse, puis tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut que vous abandonniez cette réforme-là au plus sacrant. Toi, aujourd'hui, tu dis, Général Legault, soutenez le capitaine Drinville. Pourquoi? Bon, Richard, vaste sujet pour nos quelques 8 minutes, mais je me lance. Effectivement, oui, ma chronique est une tape sur l'épaule de Bernard Drinville qui mène le bon combat. Et j'ai fait assez de politique pour savoir que tout le milieu lui tire dessus dans l'espoir que le général Legault, à un moment donné, coupe les amarres et le largue. Mais même s'il est vrai que Bernard Drinville a pu échapper quelques phrases malheureuses, fondamentalement, il mène le bon combat. Alors, pour aller à l'essentiel, l'idée qui est le plus critiquée, c'est celle d'un Institut national d'excellence. Alors, effectivement, comme tu le dis, il y a des tas de méthodes. Ah ouais? Des tas de méthodes? Pas vraiment. Parce que, en théorie, s'il est vrai qu'il y a des tas de méthodes, au Québec, une approche s'est imposée. Et depuis le tournant des années 2000, c'est elle qui règne en maître. Alors, sans être trop jargonnant, là, l'idéologie qui prédomine, c'est ce qu'on appelle le socio-constructivisme. Alors, c'est cette idée que le petit gars doit être, pour parler en jargon moderne, un apprenant actif et que le prof est en fait un accompagnateur, un grand frère qui l'amène à s'épanouir par lui-même. Et bien entendu, le cliché, c'est il faut surtout pas faire du bourrage de crâne. Alors évidemment, tout ça, ça sonne bien. Mais c'est quoi le résultat de ça? Ben, le résultat de ça, Richard, c'est que depuis 20 ans, le nombre d'élèves en difficulté a explosé. On sait que ceux qui ont expérimenté la nouvelle approche ont de moins bons résultats que ceux d'avant la réforme. On sait que les pires difficultés sont vécues par les élèves déjà à risque, qui sont ceux que l'on voulait aider. On sait aussi que des réformes similaires introduites en Belgique, en Suisse, en Californie, montrent également un recul des résultats. Bref, les mêmes qui aujourd'hui plantent Bernard Drinville sont ceux sous l'égide desquels on vit ce glissement vers le bas depuis 20 ans. Entre autres exemples concrets, le socio-constructivisme, comme tu dis, hey, pas de dictée, c'est épouvantable les dictées, ce ne sont que des pièges pour piéger le pauvre étudiant. De par cœur aussi, pas de par cœur, parce qu'on impose des choses aux jeunes alors qu'il faut le laisser libre. Mon Dieu, c'est les libres enfants de Summerhill qu'on lisait dans les années 60-70. Ce qui est hallucinant, Richard, c'est que dans ce qu'on appelle les facultés de sciences de l'éducation, il y a de tout là-dedans. Il y a du bon et du moins bon. Et t'as une poignée de chercheurs, on a le goût de les appeler les derniers des Mohicans, les Steve Bissonnette, les jadis Normand Baillargeon qui est parti à la retraite. Et ces gens-là disent, un instant là, on a accumulé depuis quelques décennies des études sérieuses qui montrent ce qui marche et ce qui marche pas. Par exemple, associer la théorie à des cas concrets, ça marche. Associer des mots à des graphiques pour visualiser, ça marche. Demander à l'étudiant, montre-moi que tu as compris. Explique-moi dans tes propres mots ce que je viens de te dire, ça marche. Tester pour vérifier qu'il a retenu, ça marche. On sait, par exemple, que pour apprendre à lire, la vieille méthode que toi et moi, on a connue, B à côté de A à côté de L, ça donne balle. On apprend mieux comme ça que par une espèce de saisie globale des images. On le sait, tout ça.
Alors évidemment, que l'Institut diffuse et encourage des pratiques validées, c'est quoi le problème? Alors évidemment, l'objection à ça est de dire c'est des recettes. Richard, un prof de primaire, un prof de secondaire, il est débordé. Il n'a pas le temps de faire de la théorie. Il n'a pas le temps de lire des grands papiers scientifiques. Il faut qu'il sache ce qui marche. Or, il y a des méthodes qui marchent. C'est juste ça que des méthodes éprouvées, là, des méthodes, tu sais, je veux dire, s'il y a eu des générations de gens qui faisaient moins de fautes parce qu'il y avait des dictées régulièrement, pourquoi on a pris ça et on les a jetés aux poubelles? Donc, c'est cette idée absurde que si on faisait circuler des méthodes éprouvées, ce serait nier la personnalité, le style de chaque prof. Non, il y aura malgré tout des profs plus animateurs, plus souriants, moins souriants, plus straight, moins straight. Il n'y a rien là-dedans qui empêche l'expression d'une personnalité là. Tu sais, là, il va y avoir un comité des sages qui va étudier tout ce qui est théorie du genre. Et là, la question, c'est qui va siéger sur le comité des sages? Qui va siéger? Est-ce que ça va être des militants? Est-ce que ça va être des gens biaisés? Même chose, c'est ça que les enseignants craignent. Qui va siéger sur le fameux institut d'excellence? Qui va dire que cette méthode-là est bonne puis l'autre est pas bonne? Et tu parlais d'ailleurs justement de ce comité sur l'identité de genre. J'ai trouvé très intéressant que la ministre dise « Hey, c'est un comité pour nous éclairer. C'est pas un comité de représentation. » Autrement dit, c'est pas un comité dans lequel on va s'assurer que chaque gang a son porte-parole. Mais évidemment, ce qui me fait tellement sourire, Richard, c'est que le milieu de l'éducation est traversé d'un bout à l'autre par des idéologies et chaque personne fait semblant qu'elle n'a pas ses convictions. En fait, dans le monde des sciences d'éducation, tous ces gens qui disent « ne nous imposez pas de recettes », en fait, croient à la leur. Et ils veulent surtout pas qu'on fasse autre chose qu'eux. Écoute, on pourrait multiplier les exemples. Tu as vu passer ça peut-être depuis hier au Congrès américain d'anthropologie qui se prépare. Je l'ai mis ici exprès pour toi. Alors, il y avait un atelier qui se prépare, qui va s'intituler Let's talk about sex, baby. Why biological sex remains a necessary analytic category in anthropology. Je traduis. C'est donc un congrès dans lequel il y aurait un panel où on expliquerait que, wow, il faut congédier la biologie, ça reste une réalité. Eh bien, voilà que dans ce grand congrès scientifique, en guillemets, nord-américain, on enlève ce panel parce que les organisateurs découvrent que ça pourrait choquer, faire de la peine à certaines personnes de se faire rappeler qu'il y a une réalité biologique. Qu'est-ce que tu veux? Toi et moi, Richard, on est né avec quelque chose entre les deux jambes, puis il y a du monde qui sont nés différemment. Il paraît qu'il faut plus dire ça, là. Écoute, là. Donc, la réaction de certains profs, certains experts, certains intellectuels, certains pédagogues face à la création de cet institut-là, on assiste à une guerre culturelle. Entre des gens, entre ces deux idéologies qui se confrontent, là, entre des gens qui disent, nous autres, on est dans le socio-constructivisme et tout ça, et des gens qui disent, on peut-tu revenir aux bonnes vieilles méthodes qui marchaient? Voilà. Il y a une guerre culturelle, mais il y a aussi le fait que, écoute, la méthode socio-constructiviste, elle est en place depuis grosso modo le tournant des années 2000, un quart de siècle, et donc évidemment, tu as des gens dans le monde de l'éducation qui ont construit leur carrière là-dessus, qui ont accumulé du pouvoir, qui se sont constitués des chasses gardées, qui évidemment ont aucun intérêt à ce qu'on change quelque chose qui leur a personnellement très bien servi. Alors évidemment, la question est, on travaille pour qui au juste? On travaille pour les enfants ou on travaille pour faire plaisir à tel ou tel pseudo-gourou autoproclamé?
Et autre question, pourquoi on ramasse des modèles qui ont été jetés aux poubelles? Le fameux système de paie des fonctionnaires, le système Phoenix, ça avait été essayé par les Australiens. Ça a foutu le bordel. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté aux poubelles. Nous autres, on disait, hey, ça a l'air le fun. On est allé le ramasser. On fait les ventes de garage au Québec et au Canada. Fait que là, le canton de Genève avait essayé ça, la réforme socio-constructiviste. Ils te l'ont crissé aux poubelles en disant, c'est pas bon. Nous autres, on l'a ramassé. Richard, je sais pas combien de fois j'ai dit à mes étudiants, puis je prenais le temps de bien me faire comprendre, je leur disais, écoutez, là, au cas où vous me prendriez pour un vieux réactionnaire, là, je ne suis pas contre tout changement. Ce que je dis, c'est que tout changement n'est pas nécessairement progrès. On vit à une époque où les gens pensent que tout changement est nécessairement positif. Non, certains changements sont positifs et d'autres changements sont des reculs. If it ain't broken, don't fix it. Pourquoi changer quelque chose qui marche bien? Mais, Joseph, les experts qui sont contre l'Institut d'excellence vont dire, vous nous accusez de faire de l'idéologie. Mais vous aussi, dans votre défense de vieilles méthodes, vous faites de l'idéologie. Et toi, tu dis non, c'est pas de l'idéologie, c'est la science. Ce sont des faits. Ça fonctionne. Je m'excuse, Richard, là. On a, toi, moi et d'autres, appris selon des méthodes éprouvées depuis des décennies, depuis des siècles. Il me semble qu'elles n'ont pas donné de trop mauvais résultats. Or, que veux-tu? Ben oui, il y a quelque chose qui s'appelle les bulletins puis les examens du ministère. On a des résultats. On peut comparer l'avant et l'après. Les résultats de nos enfants glissent. Les taux de réussite aux examens ministériels baissent, malgré qu'évidemment, on dilue les examens pour augmenter les taux de réussite. Ça d'ailleurs, Richard, pas moi pas là-dessus. Regarde je me crains tout seul. Regarde les documents du ministère de l'Éducation. OK? Quels critères de réussite privilégie-t-on? Alors, au Québec, on mesure la réussite par le taux de diplomation, le nombre de TQ auquel tu donnes un diplôme. Alors, si évidemment, ton critère de réussite, c'est la quantité de diplômes que tu décernes, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, la tentation sera forte de faciliter l'accès à un diplôme si tu peux pouvoir dire que beaucoup de gens en ont. Non, écoute, à un moment donné, là, il va falloir se reconnecter sur le bon sens. Si ce qui a réussi pendant des décennies, pourquoi tout foutre en l'air? Enfin, moi je dis toujours que... Et si ça a créé des générations de gens qui étaient lettrés, qui étaient cultivés, pourquoi on pourrait pas faire ça? Non, mais écoute, j'espère que François Legault ne cédera pas devant justement ce lobby-là. Et comme tu dis, Général Legault, soutenez le capitaine Drainville, c'est vraiment à lire aujourd'hui dans le journal. Merci, Joseph. À demain. Merci. À bientôt.